Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Voilà, je suis Antoine Godin, je suis économiste en charge de l'équipe de modélisation GEM, sous la direction du chef économiste de l'Agence française de développement, Gaël Giraud. La conférence de ce soir clôture une école d'été qui est organisée par l'AFD. 22 étudiants venant de 10 pays différents. Une semaine de cours intensifs sur la modélisation des interactions entre l'économie, le climat et la finance. Pourquoi avons-nous souhaité terminer cette école d'été par une conférence sur le temps climatique ? Avant tout parce que le temps est au centre de nos préoccupations sur la transition bas carbone et résiliente. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Tout d'abord, évidemment, parce que l'urgence d'agir face au temps long de la transition et de la conscience internationale, ça fait plus de 30 ans que les scientifiques s'alarment sur les instabilités du changement climatique. Lors de la conférence de Rio en 92, et lors des premières COP mettant en place le fameux protocole de Kyoto. À chaque fois, l'urgence de travailler sur la question climatique a été rappelée. 30 ans pour aboutir à la COP 21 et à l'accord de Paris, pour faire en sorte qu'enfin, les États s'engagent à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est un grand succès, il faut le reconnaître. Mais la communauté des climatologues sait très bien que ce n'est malheureusement pas suffisant. En effet, la trajectoire déterminée par les États pour respecter les 2 degrés d'augmentation par rapport aux températures pré-industrielles, en fait, nous mène vers une augmentation de 4,5 degrés. Il est donc urgent de relever nos ambitions pour 2020. D'autant plus que le temps long du climat est tel que les efforts que nous consentirons aujourd'hui auront des effets dans les prochaines décennies. En effet, l'inertie du système climatique, tel que le réchauffement planétaire ou l'acidification des océans, sont des réponses aux émissions des décennies précédentes. Il faut donc s'y mettre maintenant. Et ça ne pourra pas se faire sans la mobilisation de tous les acteurs concernés, États, villes, entreprises, citoyens. L'AFD est d'ailleurs fortement engagée dans cette mobilisation pour le climat. À travers son engagement 100% Accord de Paris, nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble de nos financements soit cohérent avec l'Accord de Paris. Nous intervenons au travers du financement de projets, notamment sur la transition bas carbone ou à l'adaptation. Et c'est dans ce sens que l'AFD a pris la tête de l'IDFC, International Development Finance Club, un groupe de banques de développement qui engage chaque année 100 milliards de dollars de financement vert et climat. Ce qui fait collectivement le premier bailleur mondial de transition énergétique et écologique. Une autre urgence est la perte de biodiversité. Nous sommes en effet, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, proches de la 6e extinction de masse du vivant, avec des pertes telles que 50% d'espèces d'oiseaux et de mammifères en Afrique, ou 71% de la population des poissons qui ont déjà disparu dans les eaux européennes, ou encore 90% des coraux qui sont à risque en Asie et dans le Pacifique. Cette dégradation souligne aussi l'irréversibilité du changement climatique. Après des notions climatiques, politiques et environnementales qui sont moins dans mon domaine, je vais parler un petit peu d'ingénierie et d'économie. Le temps aussi joue un rôle très important. Un des freins importants à la transition bas carbone sont les phénomènes de lock-in et d'actifs échoués. Le phénomène de lock-in est le fait que certaines technologies qui sont pourtant bénéfiques et productives ne sont pas mises en place parce qu'elles sont mises sur le côté par des technologies existantes et déjà dominantes. Et si des technologies nouvelles venaient à émerger, on aurait alors un problème d'actifs échoués, c'est-à-dire de capital productif qui n'est pas utilisé et qui pourrait mettre en péril le système financier. En effet, ce capital actif productif qui a été créé a été financé au travers de prêts, d'obligations, d'actifs financiers, de passifs financiers, Et si le capital productif ne génère pas de revenus suffisants pour tenir compte et pour pouvoir soutenir la dette et les obligations, il est fort probable que les entreprises aient à faire défaut sur ces actifs financiers. Et si ça se passe de manière systématique, alors le secteur financier est en grand problème, est en grand péril. Ce que vous voyez donc, c'est que la transition met en place différentes dynamiques qui sont en tension l'une avec l'autre. On peut aller en une sorte de déséquilibre au sein de l'équilibre, ou d'équilibre au sein du déséquilibre. Les différents points que je viens de vous exposer vous auront convaincu, je l'espère, de l'importance du temps dans l'analyse de la transition, l'importance du temps historique et de ce qu'on appelle la dépendance de sentier. Les actions d'aujourd'hui auront des impacts dans le futur. Si on décide d'agir rapidement maintenant et de manière intense, les impacts qui en découleront ne seront pas les mêmes que si on agit lentement. Et la transition et la trajectoire de la transition dépendent de la vitesse à laquelle la transition s'implémente. Il est donc fondamental de pouvoir mesurer la complexité de cette transition.
C'est pour ça que l'AFD a décidé d'investir dans un programme de recherche qui s'appelle GEM, dans lequel j'ai la chance de pouvoir coordonner. Ce projet a pour but d'offrir des outils de modélisation au service des dialogues de politique publique pour la transition bas carbone et résiliente. Nous construisons des modèles avec des pays partenaires, avec des institutions des pays partenaires, qui ont pour but de comprendre justement quelles sont les différentes dynamiques en jeu. Des dynamiques éventuellement environnementales, des dynamiques climatiques, des dynamiques de transition économique ou financière. Et c'est l'intégration de toutes ces dynamiques pluridisciplinaires qui vont pouvoir aider le dialogue de politique publique et pouvoir aider nos partenaires à désigner des trajectoires qui sont compatibles avec les objectifs de 2 degrés de l'accord de Paris. Il est maintenant le temps pour moi de laisser la place à Gilles, qui va prendre beaucoup plus de hauteur et vous permettre de donner des considérations un peu moins bâtardes que je viens de faire. Gilles est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, LSCE, à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il est spécialiste de la modélisation des climats du passé. Il s'attache à comprendre comment la paléoclimatologie permet d'éclairer les changements climatiques actuels. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la paléoclimatologie. Et surtout, il explore depuis 25 ans les causes du changement climatique dans l'histoire de la Terre, à travers de très nombreux projets pluridisciplinaires à l'échelle nationale et internationale. Vous trouverez de nombreux articles, podcasts et autres émissions à ce sujet si vous cherchez sur un moteur de recherche. Son intervention d'aujourd'hui est tirée de son livre « Voyage à travers les climats de la Terre », publié chez Odile Jacobs en 2015. Gilles, un tout grand merci d'être là aujourd'hui ce soir. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à la fin de cette école d'été. Et c'est un plaisir pour moi d'être invité par l'AFD parce que j'ai beaucoup d'estime pour le travail qu'ils font. Et aussi, je suis très content que Antoine s'occupe de cette équipe de GEM. Et je pense que c'est vraiment très important de faire des ponts entre les climats et les économistes. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage qui va, je pense, dont j'espère vous allez vous rappeler à plus qu'un week-end. Je vais vous faire voyager en une seule heure sur 4 milliards d'années. Donc j'avais demandé à l'AFD d'investir un peu d'argent pour qu'on installe des ceintures de sécurité au siège. Mais je vois que malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc asseyez-vous bien, on va commencer le voyage. Donc le slide suivant, c'est pour vous dire, voilà comment est structurée mon intervention d'aujourd'hui. On va passer à travers exactement ce qu'Antoine a dit, les échelles de temps. On va passer des milliards d'années, et je vais vous expliquer pourquoi sur des milliards d'années, le facteur forçant, c'est l'évolution du Soleil. Pourquoi sur des centaines de milliers, des dizaines de millions d'années, le facteur forçant, c'est la tectonique des plaques, c'est elle qui va faire changer le climat. Pourquoi en rentrant de plus en plus serré dans le temps, sur des centaines de milliers d'années seulement, le facteur forçant, c'est les variations orbitales. Et le 4e temps de la valse, vous savez qu'une valse, ça se danse à 3 temps. Donc le 4e temps, c'est un peu l'intrus. Et bien l'intrus de ce système, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est le fait qu'en seulement 100 ans, et c'est ça qui a le rapport avec ce qu'Antoine a dit, c'est la fulgurance de ce changement. Et donc je vais parler effectivement des climats du passé qui ont l'avantage de s'être déjà déroulés. Donc on a des données, on peut comparer les résultats de modèles à des données, alors que pour le futur, vous ne pouvez que travailler que sur des projections. Donc on va parcourir cette valse sur des milliards d'années. Alors avant de s'intéresser à la Terre, on va regarder un peu autour de nous. La première planète qu'on va regarder, c'est Mars. Si vous regardez Mars et que vous êtes un extraterrestre, vous regardez Mars et il manque quelque chose par rapport à la Terre. Alors les gens, quand je les interroge, ils disent oui, Mars est plus petite, la position par rapport au Soleil est différente, elle a une couleur différente, elle n'a pas une grosse atmosphère. Tout ça n'est pas important dans ce que je vais vous raconter. La seule chose importante, si vous êtes un extraterrestre et que vous vous approchez de Mars par rapport à la Terre, la seule chose importante, c'est que la Terre a un gros satellite, la Lune, alors que Mars a des petits cailloux. Alors vous allez me dire quel rapport avec le climat ? Alors 2 choses. D'abord, il y a un résultat très important de la fin du siècle dernier par un physicien contemporain qui s'appelle Jacques Lascar, qui a montré que le fait que la Terre ait un gros satellite, la Lune, ça fait que l'obliquité, l'obliquité pour ceux qui l'ignorent, c'est la direction des pôles, le fait que la Terre tourne sur son plan avec un axe d'inclinaison qu'on appelle l'obliquité, qui est défini par l'angle entre le plan dans lequel la Terre tourne et le fait qu'il y a la droite entre les 2 pôles. C'est ce qu'on appelle l'obliquité. Et l'obliquité, en grec, ça se dit climat. Donc vous voyez que c'est quand même
une chose très importante. Et le fait que la Lune soit là, ça oblige l'obliquité terrestre à ne varier que dans une petite gamme. Ce n'est pas le cas de Mars. Mars n'a pas de gros satellites et l'obliquité de la planète martienne va changer. Alors la diapo suivante, elle vous montre exactement ça. Elle vous montre, c'est un calcul de Jacques Lascar, le physicien dont j'ai parlé, elle vous montre comment varie l'obliquité, comment a varié l'obliquité de Mars sur des millions d'années. Eh bien, l'obliquité de Mars, elle se balade sur des millions d'années, elle va changer, contrairement à la Terre. Et ça veut dire que la planète d'à côté, Mars, parce qu'elle n'a pas de Lune, elle a une évolution climatique radicalement différente de toute façon de celle de la Terre. C'est ce que je voulais vous montrer. Et la diapo suivante vous montre que, et là c'est un résultat d'un modèle, moi je travaille sur des modèles de climat terrestre, mais j'ai des collègues encore plus farfelus que moi, comme François Forger, qui travaillent sur des modèles de planètes différentes. Donc il a travaillé avec Jacques Lascar, il a utilisé les changements d'obliquité fournis par Jacques Lascar pour calculer le climat martien, en particulier où se faisaient les calottes de glace. Donc si un soir, vous êtes là avec votre femme, un proche, et que vous regardez le ciel, quand vous regardez le ciel, l'avantage de Mars, c'est qu'elle a une atmosphère transparente comme la Terre. Donc vous voyez Mars, et dès qu'on a eu des lunettes, on s'est amusé à regarder Mars dans des lunettes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des roches striées. Et vous savez que l'histoire de l'eau liquide sur Mars, c'est une très vieille histoire, parce que les gens ont pensé, ah oui, mais ces roches sont striées, c'est qu'il y avait de l'eau sur Mars. Et ce que François Forger a montré, c'est qu'en utilisant le fait que l'obliquité change, il montre que les calottes de Mars, eh ben, elles se baladent, elles changent d'endroit. Et si finalement on a des roches striées comme celles que vous voyez là, sur l'écran, eh bien c'est parce qu'elles ont supporté, il y a des dizaines de millions d'années, des calottes de glace, et pas pour autre chose. Et donc François Forger a montré comme ça, a expliqué pourquoi on voit ces roches striées à la surface de Mars. Et donc vous comprenez que les planètes à côté de chez nous, elles ont une histoire climatique très très différente. Alors maintenant, on va passer juste un tout petit moment sur Vénus. Quand vous regardez Vénus, un soir d'été, vous voyez une petite planète un peu rouge-orangée. Vous ne voyez pas Vénus, en fait. Vous voyez son atmosphère. L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense. Donc ce que vous voyez, c'est la réflexion des rayons solaires sur l'atmosphère de Vénus. Elle est extrêmement dense, riche en gaz à effet de serre. Et donc, sur Vénus, on a une température de près de 450 degrés. Donc, c'est un véritable four. Et la diapo suivante, c'est chez nous. C'est la Terre, et c'est de la Terre dont je vais parler pendant les 4 premiers milliards d'années. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, moi ? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de miracle. Pourquoi la vie sur Terre a pu perdurer sur la seule planète qu'on connaît vraiment, la Terre ? On sait que la vie n'est pas évanescente. On sait que la vie s'est accrochée il y a 3,7 milliards d'années et qu'elle a perduré jusqu'aujourd'hui. Alors, évidemment, avant nous, il y a eu des dinosaures, il y a eu des sauriens. Elle a pris différentes formes. Mais depuis 3,7 milliards d'années, la vie est là. Et pourquoi on est intéressé par ça ? Parce que pour que la vie soit là, il faut que les conditions de l'environnement de cette vie soient là. C'est-à-dire que la Terre a eu la chance de jamais partir, ou très peu, en vrille vers un climat extrêmement froid ou un climat extrêmement chaud. Et donc maintenant, on va commencer avec la diapo suivante, le voyage, la valse. Donc vous allez voir, il y a donc 4 temps qui ne durent pas tous le même temps. Le temps le plus long, c'est le temps de la tectonique pour moi. C'est celui que je vais vous montrer en plus de détails. Mais je vais quand même vous parler déjà du premier temps de la valse. C'est le temps des milliards d'années. Alors, sur ce temps des milliards d'années, qu'est-ce qui change ? On n'a pas beaucoup de recul. Il n'y a que 4,6 milliards d'années que la Terre et les autres planètes ont été créées. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, ce qui change fondamentalement, c'est la diapo suivante. C'est le fait que, comme vous savez, 99,9% de l'énergie dont on dispose à la surface de la Terre vient du Soleil. Et notre Soleil n'est pas particulièrement extraordinaire. Il y a plein de soleils comme ça dans notre galaxie. On connaît plein de choses sur le Soleil. Et c'est la diapo suivante. En particulier, on connaît l'évolution de la luminosité du Soleil. Ça, c'est quelque chose qui est très bien connu. Et vous savez que ça va très mal se terminer par une géante rouge dans des milliards d'années. Vous pouvez investir, il n'y a pas de problème. En tout cas, le Soleil, la luminosité solaire, ni sa masse, ni sa distance par rapport au Soleil, sa luminosité, le fait que ça se dit très peu, en général, quand vous êtes devant un beau coucher de soleil avec des amis, vous ne pensez pas à ça, mais le soleil, c'est juste un réacteur nucléaire. Et ce réacteur nucléaire, il brûle son hydrogène. On sait très bien comment ça fonctionne. Et dans sa phase linéaire, sa luminosité augmente de 7% par milliard d'années. Et donc, vous qui avez fini cette école d'économiste, vous êtes capable de dire qu'à peu près 4 milliards d'années, la luminosité solaire, elle était de
30% plus faible. Et donc, l'émergence du système planétaire s'est fait avec un soleil, avec une source d'énergie 30% plus faible. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites un modèle très simple de climat, vous considérez que la Terre, c'est un rocher comme Mercure, vous baissez de 30% la luminosité solaire, ce qui se passe, c'est la diapo suivante. C'est-à-dire que la Terre, toute chose égale par ailleurs, aurait dû être complètement englacée et qu'on ne devrait pas avoir sur Terre, depuis 4 milliards d'années, de l'eau liquide. Et vous savez toute l'importance de l'eau liquide pour la vie. Alors en fait, on sait très bien, parce qu'on est sur Terre, qu'on a des données, que ça ne s'est pas passé comme ça, que sur Terre, il y a 4 milliards d'années, il y avait des océans, et que ces océans, en plus, étaient chauds. Donc il y a quelque chose qui a changé, parce que la Terre n'est pas un caillou, c'est pas Mercure. La Terre a une atmosphère, j'aime pas tellement ce mot-là, mais que l'atmosphère est vivante au sens où elle va changer, où sa composition va changer. Et la diapo suivante, elle vous montre quelles sont les couvertures chauffantes qui ont permis à la Terre de rester dans des conditions où on a toujours eu de l'eau liquide. Il y en a deux, un dont je ne vous parlerai pas parce que je n'aurai pas trop le temps, qui est le méthane, et un autre qui est le plus important, qui est le CO2. Alors, au jour d'aujourd'hui, ou au XXIe siècle, le pathway, c'est-à-dire la façon dont on va gérer le CO2 dans l'atmosphère, est devenu un enjeu complètement colossal, comme l'a rappelé Antoine au début. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut se rappeler que pendant des milliards d'années, ce même CO2, pour des raisons que je vais vous expliquer, a permis de réguler le climat de la Terre. Et la Terre, je vous ai déjà dit qu'elle avait un gros satellite, ce qui fige son obliquité. Je vais vous raconter un peu plus tard, pourquoi le triptyque climat tectonique CO2 va réguler en fait le climat de la Terre. Et donc, il faut se rappeler à la fin de ce premier pas de la valse, qui est très court, que les changements climatiques sur des milliards d'années, ils sont gérés par le Soleil, par l'augmentation de la luminosité solaire, le fait que le Soleil était plus blafard quand il était jeune, et aussi par le fait qu'on a été sauvé d'une glaciation, qui aurait été sans doute fatale à l'évolution de la vie telle qu'on l'a connue, par le fait que dans l'atmosphère, pour ces époques-là, on a toutes les raisons de penser, ça je vous l'expliquerai, que le CO2 était beaucoup plus élevé. Donc là, on a déjà fini le premier pas de la valse, j'en dirai pas plus. C'est des temps qui sont très lointains et qui sont difficilement accessibles à la modélisation. Et on va rentrer dans le deuxième temps de la valse, le temps de la valse qui a à voir avec la tectonique des plaques. Alors ce temps de la valse, qui est lui de l'ordre de 10 millions d'années, c'est-à-dire que si vous êtes un extraterrestre et que vous arrivez sur Terre et que vous échantillonnez vos voyages tous les à peu près 10 millions d'années, eh bien vous verrez, ce qui ne se voit pas évidemment à l'échelle d'une vie de 100 ans, les continents bouger. Donc sur Terre, une chose extraordinaire qu'on a aussi, et qu'on ne sait pas si ça existe sur d'autres planètes, on pense que oui, mais on n'en a pas la preuve, c'est qu'on sait que depuis à peu près 3 milliards d'années, la tectonique des plaques s'est mise en œuvre, et donc que les continents dansent sur la lithosphère, et ça a des incidences climatiques évidemment. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est que la régulation des 4 premiers milliards d'années est très très forte. Pourquoi? Comment on le sait tout ça? Eh bien on le sait parce que on sait que les océans ont été chauds, à très chaud, pendant les 4 premiers milliards d'années, et on sait qu'on n'a aucune trace de glaciation pendant ces 4 premiers milliards d'années, quasiment. Il y a eu des épisodes glaciaires, mais très éphémères. Il y a eu des épisodes glaciaires très importants, et cette régulation, elle a failli. Alors je vais vous parler du dernier épisode, et je vais vous expliquer pourquoi cette régulation a failli. Donc la diapo suivante, ça vous montre, est-ce que la Terre qu'on connaît, elle a pu être, à un certain moment, toute blanche? Alors un des grands résultats de la science du climat du dernier siècle, donc d'il y a une vingtaine d'années, à la fin du siècle précédent, ça a été de montrer que oui, effectivement, la Terre a pu avoir des moments de régulation, mais que ces moments de régulation n'ont pas pu durer longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la Terre, boule de neige, ne peut pas durer très longtemps. Alors déjà, comment c'est possible que la Terre se soit englacée? Est-ce que la Terre a pu s'englacer? Pourquoi elle s'est englacée? Alors en fait, moi, je suis un modélisateur du climat. Je ne peux faire des modélisations que dans un cas de figure, le cas de figure où on est capable de me dire, bon ben Gilles, voilà, la distribution des continents et des océans, il y a tant de milliards d'années, tant de millions d'années, c'était ça. À partir de ça, c'est un peu comme un modèle, donc on me donne les conditions aux limites et moi je travaille. Au lieu d'avoir un climat avec les continents tels qu'ils sont aujourd'hui, ben, j'ai un climat avec les continents tels qu'ils étaient et je peux travailler. Cet horizon-là, c'est à peu près 1,2, 1,3 milliard d'années.
C'est pour ça que le premier temps de l'aval, c'est court. 1,2, 1,3 million d'années, je ne peux pas aller tellement plus loin parce que les gens qui font de la reconstruction de ces continents, de ces positions des continents, eh ben, ils ont cet horizon et le paléomagnétisme me donne ça à peu près. Or, il se trouve que le dernier événement où la Terre a été complètement glacée, qui date du néoprotérozoïque, eh bien, cet événement-là, il date à peu près de 700 millions d'années. Donc là, je suis compétent. Je vais pouvoir, avec mes modèles, vous expliquer pourquoi et comment ça s'est passé. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est cette histoire de régulation. Alors là, ça va être, je vais passer pas mal de temps sur ce slide pour que vous le compreniez bien. Alors, le cycle du carbone, du CO2, il faut l'avoir en tête à l'échelle géologique. Qu'est-ce qui met du carbone dans l'atmosphère à l'échelle géologique? La source. La source, c'est le volcanisme. Le volcanisme, c'est le responsable de la source de CO2 dans l'atmosphère. Très bien. Quel est le responsable du puits de CO2? Ce qui fait qu'on retire du CO2 dans l'atmosphère, ça c'est beaucoup moins connu, c'est l'érosion silicatée. C'est le fait que quand les gouttes de pluie tombent, dans la colonne atmosphérique, elles se chargent de CO2. Quand ce CO2 interagit avec des roches continentales, eh bien à ce moment-là, il y a une réaction, et cette réaction permet de pomper du CO2 de l'atmosphère, de l'amener via les rivières dans l'océan. Dans l'océan, il tombe au fond des océans, il est pris par le grand tapis roulant qui va subducter les fonds océaniques, et ensuite il va être réémis par le volcanisme. Donc le très grand cycle du carbone, c'est ça. C'est un cycle extrêmement long, et en fait, il y a donc une source, le volcanisme, un puits qui est l'érosion silicatée, et donc l'équilibre du CO2 dans l'atmosphère, ça dépend de cette source et de ce puits. Alors vous allez me dire, très bien, Gilles, comment ont évolué cette source et ce puits à travers les âges pour comprendre à quel taux on s'est équilibré? Alors la source, c'est le volcanisme. Quand la Terre était plus chaude, la source était plus importante. Mais ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, surtout, c'est le puits. Pourquoi? Alors ça, je vais vous expliquer, c'est extrêmement important. Si vous êtes capable de, ce soir, en mangeant avec des amis, d'en reparler, ce sera très bien. Imaginez un instant que les masses continentales convergent vers les pôles. Hein, les continents passent leur temps, sur des échelles de 500 millions d'années, à se rassembler et à se casser. Imaginez que tous les continents ou les masses continentales soient préférentiellement aux pôles. Quelle température il fera sur Terre, sur les continents? Il fera extrêmement froid, comme en Antarctique. Mais vous savez que le plus grand désert de la planète, ce n'est pas le Sahara. Le plus grand désert de la planète, c'est l'Antarctique. Quand il fait très froid et que les continents sont en position polaire, il fait aussi très sec. Très sec, pas de précipitation, pas d'érosion, pas de puits de CO2. Le CO2 s'entasse dans l'atmosphère. Et la régulation, elle est là. Les continents sont en position polaire, il devrait faire très froid, et il fait très froid. Mais pas si froid que ça, parce qu'en fait, à cause du fait qu'il n'y a pas d'érosion et qu'il fait très sec, le CO2 monte dans l'atmosphère. Maintenant, imaginez que tous les continents sont plutôt en position tropicale, autour des tropiques. Évidemment, il fait très chaud. Comme il fait très chaud, il fait aussi très humide. Il pleut beaucoup, beaucoup d'érosion. Et du coup, le CO2 baisse. Et du coup, il fait chaud, mais pas si chaud, car le CO2 baisse. Et c'est cette régulation du triptyque CO2, continent et climat qui fait que sur Terre, on ne part pas trop en vrille. Donc ça, si vous avez compris ça, c'est très important. Et vous allez comprendre, avec la slide suivante, ce qui s'est passé, pourquoi, pendant très peu de temps, la Terre a été toute blanche autour de 700 millions d'années. Là, ce que vous voyez, c'est la reconstruction des climats du super grand continent qui s'était formé il y a 1 milliard d'années. Donc je vous ai dit qu'il y avait des cycles de Wilson. Les climats passent leur temps à se rassembler en un gros continent et à se fragmenter. Donc il y a 1 milliard d'années, en gros, 1 milliard d'années, 800 millions, 1 milliard d'années, on avait un gros continent qui était donc le N-1e gros continent. Le suivant s'appelle la Pangée, celui plus proche de nous, qui s'est fracturé il y a à peu près 400-500 millions d'années. La Rodinia avait cette spécificité d'être un gros continent, comme vous le voyez là, qui était centré sur l'équateur et qui débordait dans les tropiques. Donc c'était une grosse masse continentale qui était dans les tropiques. Évidemment, il pleuvait, comme je vous l'ai dit, mais il pleuvait surtout sur les bords. Comme la Sibérie aujourd'hui, le centre du continent était très sec. Quand ces continents se sont fracturés, on s'est trouvé dans une configuration géologique optimale pour pomper du CO2. Pourquoi? Parce que tous les continents étaient dans la zone tropicale. Le continent, au lieu de se fragmenter dans n'importe quelle direction, cette fois-ci, s'est fragmenté dans la zone tropicale. Donc, il pleuvait beaucoup. Et comme les plaques étaient petites, il n'y avait pas d'effet central d'aridification. C'était la meilleure configuration. Alors, ce que je vous montre dans le slide suivant, c'est la modélisation de ça.
Donc on a utilisé un modèle couplé climat, non pas économie, mais carbone, et on a regardé, on a calculé quel était le climat il y a 800 millions d'années. Donc cette slide, elle vous montre le climat et le taux de CO2 qu'on calcule il y a 800 millions d'années. Donc vous ne reconnaissez pas la distribution des continents, évidemment, c'est celle de Huyag. Mais vous voyez quand même que les températures, elles ressemblent beaucoup à aujourd'hui finalement. La température moyenne globale était de 13 degrés, 13-15 degrés comme aujourd'hui. La grosse différence que vous voyez, c'est qu'il n'y avait pas de continent au pôle. Donc le gradient de température était beaucoup moins piqué qu'aujourd'hui. Mais bon, rien d'extraordinaire. 50 millions d'années après, le continent s'est fractionné en petits morceaux. Et ce que vous voyez là, c'est le climat qu'on simule dans un contexte de fractionnement. Alors vous voyez que le CO2 a énormément baissé et que du coup, puisque c'est un gaz à effet de serre très puissant, les températures se sont effondrées. Et donc le diagramme suivant, ça vous montre pourquoi il y a eu cet accident il y a 700 millions d'années. Et comment on est rentré en snowballers. Pourquoi cette configuration tectonique a conduit inéluctablement à une baisse du CO2 qui a été si forte que finalement, eh bien, la Terre a pu s'englacer. Donc là, je n'ai pas le temps parce que je vais passer aux autres temps de la valse, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça, et je vais quand même vous raconter une petite histoire qui montre l'intérêt de travailler de façon pluridisciplinaire. La première fois qu'un Anglais, qui était un géologue, a mis en évidence le fait qu'il y a à peu près 700 millions d'années, il y avait des calottes de glace dans les régions équatoriales. C'est quelqu'un qui s'appelle Harland. C'est un très bon géologue, et il voyait effectivement que des tilites, c'est-à-dire des indices du fait qu'il y avait des calottes de glace à l'équateur, étaient présents sur des très très grandes surfaces. Donc ce géologue, qui était très intelligent, a dit s'il y avait des calottes de glace à l'équateur, c'est sans doute que la Terre était complètement englacée. Et dans les années 60, il est allé voir des climatologues comme moi, des modélisateurs du climat. Vous vous reprojetez dans les années 60 au siècle dernier, et il y avait deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et donc Harland est allé discuter avec un modélisateur de l'Est, très bon modélisateur, qui s'appelait Boudico, et un modélisateur de l'Ouest, très bon modélisateur, qui s'appelait Sellers. Et les deux lui ont dit, mais mon petit gars, si c'était vrai qu'il y a 700 millions d'années, la Terre était couverte de glace, eh bien ça se serait, parce qu'on y serait encore. Et ils ont expliqué à Boudico quelque chose de très simple, que je vais vous expliquer, c'est que si la Terre s'englace, notre petite Terre bleue, qui a un albédo, c'est-à-dire un pouvoir réfléchissant d'à peu près 30%, deviendrait blanche comme une boule de billard. Et du coup, elle réfléchirait énormément la lumière du Soleil. Et son albédo passerait à 0,6, 0,7. Pour la déglacer, c'est possible, mais il faut attendre que le Soleil monte. Et je vous l'ai dit, le Soleil, c'est 7% par milliard d'années. Et donc, si on fait un petit calcul, on se rend compte qu'il aurait fallu attendre des milliards d'années pour déglacer une Terre qui se serait globalement englacée. Et donc, Boudico et Sellers ont dit à Harland, oui, il aurait fallu attendre des milliards d'années, c'était il y a 700 millions d'années, donc il n'y a aucun moyen de sortir de ça. On devrait y être encore. Et Harland, du coup, a remisé toutes ces données qui étaient de très bonnes données. Et il a fallu attendre 30 ans, en fait, pour qu'un autre Américain, qui s'appelle Joe Kershling, a dit « Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on sort. On sort pas à cause du Soleil, on sort encore une fois à cause du CO2. Et pourquoi ? Parce que quand la Terre est toute blanche et qu'elle est hermétiquement close quasiment, le CO2, il est toujours émis par les volcanismes. Comme il rentre dans l'atmosphère, mais il ne sort pas de l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie ? Parce qu'il n'y a pas de précipitation, pas d'érosion. Il fait beaucoup trop froid, la Terre est extrêmement aride et sèche. Et donc le CO2 s'entasse dans l'atmosphère, et vous calculez combien il faut de temps pour qu'il y ait suffisamment de CO2 pour déglacer une Terre, et là vous tombez sur quelques millions d'années. Et donc sur Terre, on a la preuve, par plein de proxys que j'ai absolument pas le temps de vous expliquer, qu'il y a eu quelques épisodes où en fait la Terre s'est englacée, et ces épisodes, qui heureusement pour nous n'ont pas duré longtemps, ils sont essentiellement liés à la tectonique, comme je viens de vous l'expliquer. Alors maintenant, on va quitter un peu ça, on va rentrer un peu à la maison chez nous, on va rentrer dans ce qu'on appelle les 500 derniers millions d'années, qu'on appelle le Phanérozoïque. Donc on reste dans la tectonique, on quitte les milliards d'années, on quitte ces épisodes très particuliers, et on va rentrer dans le Phanérozoïque. Cette diapo-là vous montre en fait les climats des derniers 500 millions d'années. En général, quand j'ai le temps, que c'est des petites classes, je demande aux gens, est-ce que vous pensez qu'avant que l'homme ne modifie le climat, est-ce que vous pensez que le climat actuel, par rapport aux 500 derniers millions d'années, il est plutôt plus chaud ou plus froid ? En fait, la réponse à ça, c'est que le climat actuel, il est plutôt beaucoup plus froid que le climat des 500 derniers millions d'années.
Par exemple, là, tout à l'heure, je vais vous montrer un film qui va vous montrer en gros l'évolution des plaques tectoniques depuis 250 millions d'années. Vous savez tous que les dinosaures ont mal fini il y a 65 millions d'années. Je pense qu'il y en a moins d'entre vous dans cette salle, à moins qu'ils étaient des fans de dinosaures quand ils étaient petits, qui savent que les dinosaures sont devenus une espèce vraiment dominante il y a 250, puis 210 surtout, millions d'années. Donc les dinosaures, ils ont vécu, si vous voulez, entre 250 et 65 millions d'années. Juste pour rappel, nous les hommes, on peut considérer que notre ancêtre Toumaï, il date de 7 millions d'années. Donc les dinosaures, c'est vraiment énorme par rapport à l'homme. Pendant ces temps, 250 millions d'années, jusqu'à la fin des dinosaures, il y a 65 millions d'années, pensez-vous que les dinosaures ont vu beaucoup de calottes de glace? Non. Au Jurassique, au Trias, au Crétacé, il faisait chaud. Il y a eu quelques épisodes glaciaires, mais très peu. Contrairement à nous, il n'y avait pas de calottes de glace sur Terre. Et d'ailleurs, sur les 500 derniers millions d'années, il y a très peu de moments où on a une calotte de glace. Et alors des moments où on en a deux, comme aujourd'hui, c'est encore plus rare. Donc le film que vous allez voir là, il commence il y a 250 millions d'années et il vous montre comment le continent qui s'appelait le Gondwana va se casser en morceaux et vous allez reconnaître petit à petit la Terre que vous habitez. Et donc je vous montre ce film parce que c'est très visuel et vous pouvez imaginer comment le climat va changer. Alors donc là Sarah l'a lancé, donc vous voyez que ça décrémente. On part de la configuration il y a 250 millions d'années et on va arriver à nos jours. Donc je vous demande, peut-être le film on va le passer 2 fois, je vous demande d'être vigilant à 2 choses. Premièrement, regardez quand est-ce que l'Antarctique va se mettre en position polaire. Notez bien la date. Et deuxièmement, regardez quand est-ce que la plaque indienne, qui va déposer Madagascar, puis venir collisionner avec l'Asie et former l'immense chaîne du plateau tibétain, quand est-ce que cette collision a lieu? Retenez ces 2 dates. Mais ce que je veux vous dire sur ce film, c'est qu'il y a déjà près d'un siècle, juste un siècle, dans les années 20 du 19e siècle, du 20e siècle, 2 personnages, Wegener, dont vous avez sûrement entendu parler, et Köppen, avaient déjà compris ça. Ils avaient compris qu'à cause de la tectonique des plaques, de façon directe, à cause des mouvements, eh bien, le climat allait changer et qu'au fur et à mesure que les plaques allaient monter vers les pôles, le climat allait se refroidir et inversement, dans leur voyage vers les tropiques. Mais quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas comprise, et qui n'a été comprise en particulier que grâce aux équipes françaises, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, c'est le fait que, à cause de cette danse sur le continent, eh bien, quand les continents sont plutôt en position polaire, le CO2 augmente. Quand les continents sont plutôt en position tropicale, le CO2 baisse. Et en fait, la tectonique des plaques, elle a un effet direct par la danse des continents sur le climat et un effet indirect par le CO2 et sa régulation. Et ça, c'est fondamentalement important. Donc maintenant, on va refaire un grand saut et on va s'intéresser simplement aux 40 derniers millions d'années. Donc là, ce que je vous montre, c'est à chaque fois, on se rapproche de nous. Donc là, vous voyez, il y a 40 millions d'années, depuis 40 millions d'années, le CO2 n'arrête pas de baisser. Il y a 40 millions d'années, le taux de CO2 dans l'atmosphère était d'à peu près 1200 ppm. Et ce taux de CO2 ne va pas arrêter de baisser. Et c'est dans ce contexte-là, dans un contexte de refroidissement de la Terre, dans un contexte où les calottes de glace vont arriver. Alors, vous vous souvenez, quand est-ce que l'Antarctique est passé en position polaire? Alors, il y en a qui sont plus attentifs que d'autres. 100, qui a dit 100? Ouais, 100, c'est 100. On ne va pas remettre le film, mais c'est 100. 100 millions d'années. La calotte de glace antarctique, la vraie calotte de glace antarctique, c'est-à-dire le fait que l'Antarctique se couvre de glace, ça date de 34 millions d'années. Alors ça veut dire qu'avant, il y avait un continent en position polaire, mais il y avait sur ce continent de la végétation. L'hiver, il y avait de la neige, l'été, donc c'était l'hémisphère sud, et l'hiver, il n'y avait pas de neige, et elle fondait l'été. Et pourquoi il y a 34 millions d'années? Parce que justement, cette baisse continue du CO2 a fait qu'à un moment donné, eh bien, l'atmosphère n'était pas assez réchauffante pour permettre à la neige tombée l'hiver de fondre l'été, et c'est le début de la calotte antarctique. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a pas souvent de calotte de glace sur Terre. Premièrement, il faut un support. Des fois, la plupart du temps, il n'y a pas de support, il n'y a pas de continent en position polaire. Et même s'il y a des continents en position polaire, il faut que le CO2 soit suffisamment bas pour que ça se produise. Bon, la diapo suivante, elle vous montre vous et nous, moi. Elle nous montre nous. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous montrer maintenant comment le climat, pour nos ancêtres directs, et pour nos anciens ancêtres, c'est-à-dire les grands singes, le climat et ses changements ont toujours été
le premier moteur de la dispersion géographique des espèces sur Terre. Alors, je vais vous montrer ça avec un seul exemple, qu'on appelle le Mid-Miocene Climate Optimum. Et la diapo suivante, elle vous montre quelque chose que je vais détailler, c'est que dans cette grande descente vers le froid depuis 40 millions d'années, il y a un moment qu'on appelle le Mid-Miocene Climate Optimum, où c'est comme une embellie, si vous voulez. Dans un contexte de très longue tendance au refroidissement, tout à coup, le CO2 remonte, il se met à faire plus chaud. Et à cause de ça, à cause de ce petit événement qui a lieu entre 17 et 15 millions d'années, on peut expliquer comment nos ancêtres, les grands singes, sont sortis d'Afrique. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est plus important que tous les modèles du monde, c'est les registres fossiles. Donc cette diapo-là, elle vous montre les registres fossiles, c'est-à-dire quand est-ce qu'on trouve des grands singes et où. Et ça, on peut le savoir grâce aux registres fossiles. Donc sur ces 4 diapos-là, vous voyez la grande saga de nos ancêtres, les grands singes, quand est-ce qu'ils sont partis d'Afrique et où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc l'origine des grands singes, c'est dans les forêts tropicales humides d'Afrique. Pourquoi ? Parce que les grands singes, contrairement à nous, ils étaient inféodés, c'est-à-dire ils étaient les esclaves d'un certain type de milieu, parce que grosso modo, il leur fallait des fruits toute l'année, et donc ils étaient obligés de vivre dans des forêts tropicales. Et donc c'est là qu'ils sont nés, il y a à peu près 23 millions d'années, dans les forêts tropicales africaines. Et ils y sont restés parce qu'ils avaient une profusion de nourriture, ils n'avaient pas de raison de bouger. Ça, c'est le premier panneau. Vous voyez qu'au Mid-Miocene Climate Optimum, on commence à trouver, on a des preuves, grâce à la palynologie, du fait que des forêts tropicales envahissent l'Europe parce qu'il se met à faire chaud et plus humide, et les forêts tropicales peuvent pousser. Et donc elles envahissent l'Europe. Et une partie des grands singes vont partir à la découverte de l'Europe. Manque de bol pour eux, le climat continue de se refroidir, c'est juste une embellie entre 17 et 15, et ils sont obligés soit de revenir en Afrique, soit de passer en Europe centrale, en Asie centrale, autour de 15 millions d'années, pour se retrouver finalement au Tortonien, vers 7 millions d'années, en Asie du Sud-Est, où ils sont toujours. Alors ça, c'est très important, c'est vraiment les traces qu'ils ont laissées, c'est-à-dire le registre fossile. Et nous, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on peut simuler le climat du Mid-Miocène, et on peut montrer avec des modèles de climat et de végétation qu'effectivement, c'est ça qui s'est passé. Donc la diapo suivante, elle vous montre des simulations numériques faites avec des modèles très compliqués du Mid-Miocene Climate Optimum. Donc là, ce que vous voyez sur la première diapo, c'est que effectivement, à ce moment-là, il s'est mis à faire chaud. Et quand on regarde combien et comment il s'est mis à faire chaud, vous voyez sur le premier diapo, en haut à gauche, la différence de température entre l'actuel et cette période. Donc très bien, il faisait plus chaud. Mais ce n'est pas ça qui permet la chaleur à elle-même de faire monter les forêts tropicales. Il ne faut pas que l'hiver, il gèle. Donc il faut aussi que vous ayez un cycle saisonnier qui baisse. Donc ce qu'on montre dans le diagramme en haut à gauche, c'est le cycle saisonnier actuel. Donc vous voyez qu'il a une très grosse amplitude, avec des étés très chauds et des hivers très froids. Mais au Mid-Miocène, eh ben, en fait, la configuration tectonique et le CO2 induisaient en fait des hivers beaucoup moins rigoureux et des étés beaucoup moins chauds, ce qui permettait effectivement aux forêts de subsister. Alors qu'en Europe, elles ne peuvent plus parce que les hivers sont trop froids. Tout ça est très intéressant, mais il faut aussi beaucoup d'eau pour pouvoir implanter une forêt tropicale en Europe. Et on montre avec ces modèles-là qu'effectivement, le cycle hydrologique est très important en termes de précipitation et d'évaporation. Donc on a créé en fait à ce moment-là toutes les conditions pour que les forêts tropicales montent. Et à la diapo suivante, ce que je vous montre, c'est que quand on coupe nos résultats de modèles climatiques à des modèles de végétation, eh bien on voit qu'en effet, le climat permet la migration des forêts tropicales. Donc nous, on n'a pas de grands singes dans nos modèles, mais on sait que les niches écologiques potentielles étaient là pour que les grands singes bougent. Et c'est pour ça que les grands singes sont sortis d'Afrique à ce moment-là. Ils étaient essentiellement mus par les changements climatiques qui leur permettaient de coloniser d'autres aires. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et maintenant, je vais passer à 2 autres aspects, toujours du temps 2 de la valse. Vous savez que la tectonique des plaques, elle a aussi d'autres effets. Par exemple, un effet que vous ne verrez pas, moi non plus, qui vous permet quand même de financer de belles villas sur le bassin méditerranéen, c'est le fait que l'Afrique monte vers le nord et qu'un jour, la Méditerranée va disparaître. Bon, je vous rassure, c'est dans des dizaines de millions d'années, donc l'investissement, c'est tranquille. Mais par contre, il y a 40 millions d'années, c'est la diapo suivante, si vous étiez là et que vous étiez un extraterrestre et que vous vous amusiez à regarder les images satellites que vous auriez
de l'Europe à ce moment-là et de l'Asie, vous seriez extrêmement surpris. Parce qu'il y a 40 millions d'années, toute l'Europe de l'Est et une grande partie de l'Asie du Sud-Ouest, de l'Ouest, étaient complètement submergées par une grosse mer qu'on appelait la Thétis. Et cette Thétis, au cours des 40 millions d'années qui ont suivi, s'est énormément rétractée. Et alors ça a une conséquence que vous imaginez tout de suite, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait du point de vue modélisation climatique. Donc en fait, quand cette mer se rétracte, elle se rétractait jusqu'à nos jours, et la Méditerranée n'est qu'un reliquat de cette immense mer, ainsi que la Caspienne, ainsi que le lac Baïkal. Tout ça, ce sont des gouttes d'eau par rapport à cet immense océan épicontinental. Épicontinental, ça veut dire qui est à l'intérieur de continents. Donc cette large... Alors, vous imaginez, quand une mer comme ça disparaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qu'on comprend tout de suite, c'est que quand on a une énorme mer comme ça, eh bien ça dump, c'est-à-dire ça amortit le cycle saisonnier. Avec cette mer, eh bien les étés n'étaient pas trop chauds à cet endroit-là, et les hivers pas trop rigoureux, parce que cette mer jouait un rôle d'amortisseur. Et le climat était extrêmement zonal. Mais quand cette mer a disparu, petit à petit, eh bien les étés, on avait une grosse masse continentale, comme on la connaît aujourd'hui, hein, une grosse masse continentale asiatique, et qui chauffait énormément l'été, et qui refroidissait extrêmement l'hiver. Et le contraste entre les océans et les continents était très important. Et on est passé en fait d'un climat essentiellement zonal à un climat de moussons, avec des très grosses moussons africaines et des très grosses moussons asiatiques. Et la diapo suivante, elle vous montre un résultat qu'on a obtenu avec une équipe norvégo-chinoise, qui est de montrer que le retrait de cette mer, elle a eu pour effet de changer drastiquement le climat en Afrique du Nord, et en particulier de permettre l'émergence du Sahara. Donc le Sahara jaune, quasi permanent, il date à peu près de cette période, il y a 7 millions d'années. Alors pourquoi c'est important? C'est très important parce que notre plus vieil ancêtre, Toumaï, il apparaît exactement à ce moment-là, à un moment de très grande aridification. Et là, ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est des bâtonnets. En fait, vous voyez que les précipitations sur cette zone du Sahara vont drastiquement changer autour de 7 millions d'années. Et quand Toumaï, quand l'homme va émerger, il va émerger dans un contexte d'aridification très importante. Et la diapo suivante, elle vous montre un résultat encore plus important, dont je vais parler un peu là. Je vous ai parlé des grands singes, maintenant je vais vous parler de nos ancêtres plus proches. Donc je pense que vous savez tous que le plus vieil ancêtre qu'on a, c'est Toumaï, et que ce Toumaï-là, il a été trouvé sur les bords du lac Tchad. Et un autre ancêtre commun qu'on a de l'autre côté, c'est Lucie, qui, elle, a été trouvée en Afrique de l'Est il y a à peu près 3 millions d'années. Entre 7 et 3 millions d'années, je vais vous expliquer pourquoi, le climat a beaucoup changé. Alors, ça nous fait arriver petit à petit au 3e temps de la valse sur les paramètres orbitaux. Je vous ai expliqué pourquoi le retrait d'une grande mer avait des conséquences sur le cycle saisonnier et sur les moussons, mais le retrait de la grande mer va aussi avoir une conséquence très importante, c'est que les moussons, qui sont rythmés par des cycles de 20 000 ans, je vous expliquerai pourquoi un tout petit peu plus tard, vont être extrêmement modulés. C'est-à-dire qu'il va y avoir, sur des cycles de 20 000 ans, des périodes où il va y avoir beaucoup d'eau en Afrique de l'Ouest et des périodes où l'Afrique de l'Ouest va être très, très sèche. Et ça, c'est très important, c'est la diapo suivante. Si vous vous intéressez un peu aux origines de l'homme, vous ne pouvez pas ne pas avoir été surpris par le fait que, bizarrement, entre 7 et 2 millions d'années, quand vous regardez le registre fossile, vous avez plein de fossiles à l'est du Rift et seulement 2 à l'ouest du Rift. On n'a que 2 événements. Et ces 2 hommes qu'on a trouvés, Abel et Toumaï, on les a trouvés au bord d'un lac qui est le lac Tchad. Et c'est très important de comprendre pourquoi on a autant de registres fossiles à l'est du Rift et si peu à l'ouest du Rift. Je vais vous l'expliquer sur la diapo suivante, qui est la contribution que nous, on a faite du point de vue modélisation au registre fossile, d'expliquer en fait cette très grande dissymétrie. Cette dissymétrie, elle est liée au fait que nos ancêtres vivaient dans un milieu où les arbres, les forêts étaient très importantes. Ces forêts ont existé à l'est du Rift pendant très longtemps, entre 7 et 2 millions d'années. Par contre, à l'ouest du Rift, comme je vous l'expliquais, il faisait très aride. Mais de temps en temps, tous les 20 000 ans, il y avait des très fortes moussons, et nos ancêtres pouvaient passer à l'ouest de temps en temps, pour quelques milliers d'années. Et un gros fusible de ce changement hydrologique, c'est le lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un lac qui aujourd'hui est réduit à peau de chagrin, mais qui, quand il y a des fortes moussons, fait à peu près l'équivalent de 500 000 km², c'est-à-dire à peu près gros comme la France. Et donc ce lac varie avec une fréquence de 20 000 ans entre un énorme lac
et un petit lac. Dans les périodes humides, c'est un énorme lac, et dans les périodes arides, c'est un petit lac. Et donc, du coup, tous les 20 000 ans, le lac devenait très humide, et ça permettait aux hommes de passer à l'ouest. Et c'est pour ça qu'on trouve si peu d'hommes à l'ouest et tant à l'est du rift. Et la diapo suivante vous montre, et on arrive petit à petit au troisième temps de la valse, que tout ça va changer. Ça va changer pour deux raisons. D'abord parce que, je vous ai beaucoup parlé de la tectonique des plaques et assez peu des montagnes. Mais évidemment, quand des continents collisionnent, eh bien, des chaînes de montagnes se dressent. Est-ce que vous avez fait gaffe à la deuxième date? Quand est-ce que l'Asie va toucher quand est-ce que la plaque indienne va toucher le continent asiatique? Non, plus ancien. 40, très bonne réponse. À peu près 40. Et ça, c'est la naissance du plateau tibétain, de l'Himalaya, de toutes les grandes chaînes qu'on connaît. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous parler de ça, je vais vous parler d'un truc beaucoup plus récent, qui est la surrection du rift africain. Donc le rift africain, c'est cette diapo-là, c'est une magnifique chaîne de montagnes qui coupe l'Afrique du nord au sud, qui s'est faite dans des conditions très compliquées. Et nous, modélisateurs, quand on discute avec des gens qui essaient de reconstituer ces chaînes de montagnes, au bout de 2-3 heures, on est complètement largué. Alors ce qu'on a fait, c'est la diapo suivante, on s'est dit, bon, on n'a pas besoin de savoir exactement comment chaque morceau de la chaîne s'est fait. Nous, on n'est que des humbles modélisateurs. Tout ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé climatiquement quand le rift africain est monté. Donc on a fait une expérience où on a viré le rift africain, une expérience où on a fait un demi-rift et une expérience où on a fait un rift comme il est aujourd'hui. Et quand vous regardez l'impact que ça a, qu'est-ce que vous voyez? C'est la diapo suivante. Vous voyez que quand, il y a quelques millions d'années, il n'y avait pas de rift africain, eh bien, les précipitations de mousson arrosaient largement l'Est africain. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout le registre fossile entre 7 et 2 millions d'années, il est à l'Est. Parce que l'Est était bien arrosé, il y avait des forêts denses, et nos ancêtres étaient bien là. Et ils passaient à l'Ouest que quand c'était nécessaire. Donc là, si vous regardez la diapo suivante, ça ne vous montre plus les précipitations, mais les changements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Est africain, à son tour, s'est aridifié, que les arbres ont disparu au bénéfice de végétation herbacée, eh bien, on a eu un changement d'environnement. Donc Coppens, peut-être vous avez entendu parler de lui, c'est un grand paléontologue français, avait écrit cette histoire de l'East Side Story, qu'en réalité, à cause de son changement environnemental, qui encore une fois, à l'époque, était subi par nos ancêtres, eh bien, ils sont passés d'un environnement très forestier, avec beaucoup d'arbres, à un environnement très herbacé, avec peu d'arbres, et du coup, ils ont été obligés de marcher. Manque de bol, la bipédie a été sans doute inventée plusieurs fois, parce que comme je vous l'ai dit, Toumaï marchait déjà plusieurs millions d'années avant dans un autre environnement. Mais il n'empêche que sans doute la bipédie a été réinventée plusieurs fois, et sans doute que ce grand changement entre des forêts et des végétations herbacées, qui a eu lieu à peu près il y a 3 millions d'années, a obligé nos ancêtres à changer de moyens de locomotion. La deuxième chose très importante qui va se passer, c'est la diapo suivante, c'est que pendant toutes ces années, entre 34 millions et en gros 3, les calottes de glace sont unipolaires. C'est-à-dire que si vous regardiez la Terre, vous passiez sur Terre entre 34 et 3 millions d'années, vous auriez observé que oui, il y avait une calotte de glace antarctique, qu'elle était bien là. Par contre, le Groenland, lui, il était libre de glace, il n'y avait pas de glace dans l'hémisphère nord. Pourquoi? Pour une raison toute simple que je vous ai déjà dite. Dans l'hémisphère sud, il y a un continent sur lequel on peut former une calotte de glace. Dans l'hémisphère nord, non. Le Groenland n'est pas en position polaire, le Groenland n'est pas complètement entouré par des courants marins, comme l'Antarctique, donc isolé. Le Groenland, pour s'englacer, il a besoin d'attendre que le CO2 soit suffisamment bas. Et donc, en fait, la calotte groenlandaise, elle date seulement de 3 millions d'années, lorsque le CO2 est arrivé suffisamment bas. Donc là, ce que vous voyez sur la diapo suivante, c'est quelque chose qui va nous amener au troisième paramètre, troisième temps de la valse. Ce que vous voyez, en fait, quand on y pense, c'est que la tectonique, je vous ai dit, c'est des millions d'années, elle va changer très lentement le CO2 atmosphérique. Je vous ai expliqué pourquoi. Mais il faut imaginer que la tectonique, c'est comme un gros éléphant. Il avance très lentement, avec le pas d'un éléphant, et il faut attendre des millions d'années pour que les choses bougent. Pendant ce temps-là, les forçages orbitaux, qui sont beaucoup plus rapides, c'est un peu comme un moustique. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que le CO2 baisse, c'est ça ce que vous voyez sur cette diapo, le CO2 baisse, mais aussi les paramètres orbitaux changent. Et à un moment donné, les paramètres orbitaux vont permettre une glaciation du Groenland, et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais la diapo suivante vous montre que cette glaciation du Groenland, elle vous montre la glaciation du Groenland à travers 2 petits films.
un où le taux de CO2 est à 320 ppm et un autre où le taux de CO2 est à 280 ppm. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que quand le taux de CO2 est assez élevé, eh bien, c'est mécanique, hein, c'est physique, c'est radiatif. Eh bien, la calotte de glace commence à gonfler et puis elle aborte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, la calotte de glace ne peut pas se maintenir. Par contre, quand le CO2 est suffisamment bas, il y a un seuil, à 280 ppm, eh bien là, c'est bon. Vous allez englacer, et cet englacement va perdurer, et il perdure jusqu'à nos jours. La calotte groenlandaise, elle est dynamique, mais elle existe depuis 2,7 millions d'années. Et donc, il faut quand même que le CO2 soit suffisamment bas. Donc maintenant, on va arriver à la fin de ça. Je vous ai montré en fait comment la tectonique des plaques jouait sur le climat à travers 3 exemples. D'abord, la dérive des continents et la snowball. Ensuite, le fait que cela faisait disparaître des mers, et donc ça changeait le climat. Et ensuite, que la tectonique faisait disparaître ou monter des montagnes. Et maintenant, on va passer à beaucoup plus proche de nous. On va passer au climat du dernier million d'années. Et je vais vous expliquer le 3e temps de la valse, à quoi il est lié. C'est la diapo suivante. Il est lié à ce qu'on appelle les paramètres orbitaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres orbitaux? C'est le fait que notre petite Terre, elle reçoit de l'énergie du Soleil, mais que cette énergie, au sommet de l'atmosphère, elle est modulée par 3 paramètres qu'on appelle des paramètres astronomiques, parce qu'en fait, ils ne sont pas liés à la tectonique du tout. Ils sont liés à des variations astronomiques. Alors, quelles sont ces variations? D'abord, le fait que la Terre, vous savez que la Terre tourne sur une orbite qui est elliptique. Cette ellipticité, elle change avec le temps, périodiquement, avec des fréquences de 400 000 et 100 000 ans. Vous voyez des fréquences beaucoup plus hautes que le milliard ou les millions d'années. C'est pour ça que c'est un moustique. Après, l'obliquité. Je vous ai dit que l'obliquité, elle ne variait que dans une petite fenêtre. C'est tout à fait exact. Mais même dans cette petite fenêtre, entre 22 et 25 degrés, l'obliquité, elle varie avec une fréquence de 40 000 ans. C'est-à-dire qu'elle change, elle bouge dans une petite fenêtre, mais elle bouge. Et enfin, la précession des équinoxes, c'est-à-dire la durée des saisons, elle change aussi avec une fréquence de 20 000 ans. Donc ces petits changements, qui sont relativement faibles, se font à très haute fréquence. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire sur le dernier million d'années, ça vous devez le savoir, c'est la diapo suivante. Je vous ai dit que l'Antarctique était le plus grand désert du monde. Quand on fait un forage dans la glace de l'Antarctique, c'est des forages de 3 km, c'est ça que je vous montre, le forage de Vostok, eh bien, on peut remonter sur pas beaucoup de temps, finalement, sur l'histoire de la Terre, à peine 1 million d'années. Par contre, ce qui est tout à fait remarquable, qu'on n'a dans aucun autre forage, c'est qu'emprisonné dans la glace, on a les bulles de glace. Et donc, on peut connaître très bien l'atmosphère jusqu'à il y a 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a des oscillations depuis 1 million d'années. On a des oscillations entre des périodes glaciaires, qui sont beaucoup plus longues que les périodes interglaciaires. Dans les périodes glaciaires, on a 4 calottes de glace. Et dans les périodes interglaciaires, on a 2 calottes de glace. Vous et moi, on vit dans une période interglaciaire. Il n'y a que 2 calottes de glace. Mais dans les périodes glaciaires, il y en a 4, et les 2 autres sont énormes. Il y en a une qui se nuclée sur l'Amérique et une autre sur l'Europe. Donc, avec mes modèles, en couplant un modèle de calotte et un modèle de climat, je peux, avec 2 paramètres seulement, c'est la diapo suivante. Un, c'est les paramètres orbitaux, qui sont juste des calculs numériques mathématiques qu'on peut faire indépendamment de tout. C'est vraiment lié à l'astronomie. Et un autre, qui est le CO2. Le CO2, on l'a sur les dernières calottes de glace. Je peux vous montrer et simuler les derniers cycles glaciaires interglaciaires. Donc, dans le petit film qui suit, on est maintenant beaucoup plus près de chez nous. Il y a 130 000 ans. Vous regardez la Terre du pôle Nord, et qu'est-ce que vous voyez au début? Vous voyez seulement le Groenland. Au précédent interglaciaire, c'était comme aujourd'hui, il n'y avait que 2 calottes de glace. Là, vous n'en voyez qu'une parce que vous regardez la Terre par le nord. Et qu'est-ce que vous voyez au fur et à mesure? Donc, on est en train de s'approcher de chez nous, 135, 130, 125. Au bout d'un moment, vous voyez qu'à cause de ces variations des paramètres orbitaux, on est en train de nucléer une autre calotte de glace sur l'Amérique du Nord qui s'appelle la Laurentide. Cette calotte de glace, elle est énorme. Elle fait l'équivalent de 90 mètres de niveau marin. Juste pour mémoire, je ne sais pas si vous le savez, mais le Groenland, s'il fondait complètement, ce serait 7 mètres de niveau marin. Et l'Antarctique, si elle fondait complètement, ce serait à peu près 50 mètres de niveau marin. Donc cette Laurentide, c'est vraiment un mastodonte. Elle fait à elle toute seule 90 mètres de niveau marin. Elle a une hauteur de 3 km. Elle enfonce le bouclier canadien d'à peu près 1 km. Et vous voyez qu'elle croît très lentement. Et ensuite, vous voyez à la droite du Groenland la calotte phénoscandienne, la calotte européenne, qui est beaucoup moins grosse que la calotte laurentide, mais qui fait quand même 30 mètres, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'Antarctique actuelle. Et vous voyez qu'en fait, on peut simuler la croissance et la très rapide décroissance. Et vous voyez qu'à la fin du film, on est revenu, comme aujourd'hui, dans un interglaciaire.
Alors là encore, on est sur des horizons de plus en plus courts, mais vous pouvez investir parce que l'interglaciaire dans lequel on est, naturellement, il devrait durer 40 000 ans. Donc si vous voulez acheter une maison au Canada, n'hésitez pas. Par contre, si vous voulez mettre des déchets nucléaires au Canada qui ont une durée de vie de 1 million d'années, alors là, il faut bien réfléchir. Vous voyez bien pourquoi. Donc voilà, on a fait ce temps de la valse, qui est le 3e temps, relativement rapidement, parce que je voulais garder du temps pour le 4e temps de la valse, qui est le nôtre. Donc j'ai une dizaine de slides qui vont finir l'exposé, qui vont peut-être vous rappeler des slides que vous aurez vus, je ne sais pas, pendant votre école. En tout cas, voilà où on est. Cette diapo-là, c'est là où vous ou moi, on est. C'est-à-dire dans l'Anthropocène, à un moment où l'homme, qui était vraiment simplement le sujet de variations climatiques qu'il dépassait, qui était donc un acteur complètement passif, est passé en 200 ans au stade d'un des facteurs forçants majeurs du changement climatique. Et vous voyez ça sur cette diapo, et vous voyez que depuis 1850, on a modifié gravement l'atmosphère de notre planète, et aussi les températures, et aussi le niveau marin. Donc la diapo suivante, elle vous montre que tout ce que je vous ai raconté avant, qui est basé sur des validations de modèles, où on peut le faire, puisqu'on a des données, ne va plus être possible. Maintenant, on va parler en termes de projection. Donc on utilise de très gros modèles, on utilise le fait qu'on a, depuis les années 60, bâti des très gros modèles du système Terre qui sont capables de faire ces projections. C'est tout l'objet de ce que dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le GIEC en français, l'IPCC en anglais. Je vous montre 2 figures marquantes des résultats du dernier Assessment Report du GIEC. La première figure, c'est pour vous montrer une idée toute bête. Là, ce que vous voyez, c'est l'évolution prédite par les modèles dans 2 scénarios. Alors, pour faire très court, mais de toute façon, vous devez savoir très bien ça. Le scénario RCP 2.6, c'est on va contrôler, on va intervenir et on va maîtriser. Le scénario RCP 8.5, c'est on ne fait rien. Donc, vous voyez que, suivant ce qu'on va faire, on va arriver à la fin du siècle, dans le cas où on intervient à des températures qui resteront sous les 2 degrés, de remontée du niveau marin qui reste sous 40 cm, à un état de l'art où, si on ne fait rien, eh ben, on va avoir une remontée du niveau marin de plus d'1 mètre et des températures qui, à la fin du siècle, qui seront de 3 à 6 degrés plus importantes que l'actuelle. Autre diapo, regardez que le haut, regardez bien le haut, je vais parler que de ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Vous voyez 4 boules. Sur ces 4 boules, vous voyez les températures à la fin du siècle par rapport aux températures au début du siècle. En haut, c'est les températures, en bas, c'est les précipitations. Vous voyez qu'effectivement, ça c'est très clair, si vous êtes dans un scénario où vous contrôlez, ben, il va faire plus chaud, mais moins plus chaud que si vous ne contrôlez pas. Maintenant, si vous regardez le RCP 8.5, regardez bien cette boule-là, attentivement, qu'est-ce que vous voyez en fait? Bon, vous voyez que le réchauffement va être global, effectivement, et il va être partout quasiment. Vous voyez autre chose. Vous voyez que les températures, vous voyez ça je pense, hein, bien, les températures vont être d'autant plus, le réchauffement est d'autant plus important qu'on passe des basses latitudes aux hautes latitudes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. C'est-à-dire que si vous réchauffez la planète d'à peu près 4 degrés, en réalité, vous allez la réchauffer dans les régions équatoriales de 1 degré, par contre, dans les régions polaires, de beaucoup plus. Et donc, vous êtes apte à faire fondre des calottes de glace, puisque vous réchauffez beaucoup plus là où elles sont. L'autre chose que vous voyez, si vous avez de bons yeux, si vous êtes observateur, c'est que les températures des continents et les températures des océans, les réchauffements ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Si vous regardez bien, vous allez voir que les réchauffements sur les continents sont plus importants que sur les océans. Et ça, même si vous êtes économiste, si vous n'êtes pas physicien, vous pouvez très bien comprendre pourquoi. C'est parce que quand on réchauffe les océans, on a un puits infini d'eau. Donc, une grosse partie de l'énergie qu'on va mettre dans le réchauffement va partir en évaporation. D'accord? Et donc, quand il fait chaud, une partie de l'énergie est dissipée en évaporation, et donc on réchauffe moins. Sur le continent, on n'a pas un réservoir infini. Et donc, sur les continents, on va réchauffer plus. Et enfin, pour ceux qui sont vraiment observateurs, vous pouvez voir qu'au sud du Groenland, on réchauffe moins. Et ça, c'est lié au fait que, c'est presque visible aujourd'hui, c'est le fait qu'on réchauffe le climat, eh bien le transport d'énergie dans l'Atlantique, des basses latitudes aux hautes latitudes, va diminuer. Et à cause de ça, on va avoir sans doute une baisse, enfin une température un réchauffement moins important au sud du Groenland. Et maintenant, je vais passer la dernière partie de l'exposé à vous faire réfléchir à un dernier sujet. Ce dernier sujet, c'est le suivant. Le GIEC, si vous voulez, balise bien ce qui risque de se passer dans le siècle dans lequel on vit. Nous, ce qu'on a fait de particulier, c'est qu'on s'est dit, bon, le système, il n'est pas linéaire. Je vais vous parler que d'un exemple, c'est la relation climat-cryosphère. Je ne sais pas si vous avez des enfants, comme vous êtes peut-être jeune, vous n'avez pas beaucoup d'enfants, mais si vous achetez une glace à la pistache à votre enfant, et qu'il se rend compte au bout de la deuxième léchouille qu'il n'aime pas la pistache, eh bien sa glace va fondre.
elle va fondre linéairement, il va y en avoir plein les mains, il va en mettre plein partout. Mais les calottes de glace, ça ne fond pas du tout comme ça. Donc là, je passe sur la liste parce que je vais vous montrer qu'un exemple. Et je vais vous montrer pourquoi le système est peut-être non linéaire. Ah oui, j'ai oublié de passer, c'est pas grave, hein, je vais passer. Donc je vais vous montrer pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on a des bonnes raisons de penser que les calottes ne vont pas fondre linéairement. La première raison, c'est que je vous ai montré le film tout à l'heure, et donc vous avez vu que, en fait, ça déglace très rapidement. Non seulement ça déglace très rapidement, mais ça déglace par burst. C'est-à-dire que lors de la dernière déglaciation, quand on a perdu les 2 calottes de glace qui nous manquent aujourd'hui, la laurentide et la phénosquindienne, elles n'ont pas disparu comme ça, tranquillement, en fondant, comme la glace à la pistache, non. On sait comment elles ont disparu parce qu'on a plein d'observations, et elles disparaissent par burst. C'est-à-dire que la calotte perd de sa masse en produisant plein d'icebergs, se restabilise jusqu'à la phase suivante où elle perd de la masse et se restabilise. Donc c'est très non linéaire, la fonte d'une calotte de glace. Le diapo suivante vous montre qu'en glaciaire, quand on avait ces 4 calottes de glace, le climat était très froid, bien sûr, mais aussi très instable parce que la laurentide avait le mauvais goût de faire ce qu'on appelle des Heinrich Events, c'est-à-dire de se purger tous les 6000 ans. Donc ça aussi, on le sait. Et enfin, maintenant, un truc beaucoup plus récent, vous avez entendu parler de ça, que l'été dernier, exactement à la même époque, une ice shelf aussi gros que l'Ardèche, un département français, a fondu. Alors vous allez dire, oui, mais une plateforme de glace qui fond, c'est un peu comme un glaçon dans un verre de pastis, c'est déjà dans l'eau. Donc ça ne fait pas remonter le niveau marin. C'est tout à fait exact. Mais les ice shelves ont un autre rôle. Les ice shelves en Antarctique, c'est-à-dire les plateformes de glace, elles servent d'arc-boutants. Vous imaginez une cathédrale, la cathédrale a des arcs-boutants, vous virez les arcs-boutants, la cathédrale s'effondre. C'est exactement ce qui se passe en Antarctique quand vous avez la disparition de ces ice shelves, vous déstabilisez la glace posée et plein d'icebergs sont vélés dans l'océan austral. Et du coup, là, vous perdez de la masse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des simulations numériques qui sont basées sur les scénarios malheureusement les plus réalistes, c'est-à-dire le plus pessimiste, le RCP 8.5. Et on a fait des simulations où on a ajouté à ces scénarios la fonte partielle du Groenland au cours du XXIe siècle, qui se fera forcément par burst. Et donc, entre 2020 et 2070, on a rajouté la perte d'une partie du Groenland qui correspond à une évaluation de 1,5 mètre, 1 mètre, 1,50 mètre 50 ou 3 mètres, ce qui correspond à peu près la disparition d'un dixième jusqu'à la moitié du Groenland. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ce qui se passe quand on fait ça, c'est quelque chose qu'on connaît en paléo, c'est-à-dire que quand vous faites ça, quand vous avez un changement de la cryosphère dans les latitudes hautes de l'hémisphère nord, assez rapide, vous touchez tout de suite les moussons africaines. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous ajoutez de l'eau douce dans les zones de formation d'eau profonde, vous changez la circulation océanique, c'est ce que vous voyez sur le premier graphe, et ça a pour effet de modifier les moussons, en particulier africaines, et d'aridifier tout un secteur, en particulier le Sahel. Et donc si on regarde sur la boîte du Sahel, pour une des expériences qu'on a faites, alors là vous voyez les précipitations, la baisse des précipitations à cause de ça, à cause de la fonte accélérée du Groenland, sur une boîte qui représente le Sahel, entre disons 8 et 18 degrés nord et 17 et 15 degrés est-ouest. Vous avez une boîte, et là ce que je vous montre, c'est la baisse de précipitation pendant la perturbation. Vous voyez que c'est énorme. Et la diapo suivante, elle vous montre pour les 4 sensibilités, 0,50 m, 1 mètre, 1,50 m 50, 3 mètres, l'évolution des précipitations sur cette même boîte, et vous voyez que le fait de fondre rapidement la calotte de glace, ça va avoir pour effet d'aridifier considérablement le Sahel. Alors la diapo suivante, c'est peut-être la plus importante pour ce qui est des climats du futur. Elle vous montre quoi? Elle vous montre que si vous êtes curieux et intéressé, et que vous allez voir le rapport du GIEC, et que vous regardez dans le rapport du GIEC que va devenir la mousson africaine au cours du XXIe siècle, c'est le diagramme en haut, et je vous incite à regarder la partie rouge qui correspond au RCP 8.5. Eh bien, les modèles vous montrent plein de choses. Certains modèles vous montrent que la mousson africaine va augmenter, d'autres qu'elle va diminuer. Certains vous montrent qu'elle va être délocalisée, d'autres vous montrent qu'elle sera toujours là, au même endroit. Donc, il n'y a pas de résultats robustes. Les résultats sont ce qu'on appelle modèles dépendants. Sur cette question-là, dans le GIEC, il y a plein de questions sur lesquelles il y a des réponses, mais là, il n'y a pas de réponse. Par contre, ce que nous, on a fait, où on tient compte du fait que le Groenland va peut-être perdre de sa masse rapidement, alors là, il n'y a pas photo. La mousson africaine s'effondre. Alors maintenant, le diagramme de droite, c'est on a travaillé avec des gens qui s'occupent des systèmes agricoles, avec des gens qui travaillent sur les migrations. Qu'est-ce qui se passe si la mousson africaine s'effondre? Ce qui se passe, c'est que les précipitations sont tellement basses qu'on ne peut plus
travailler avec le millet et le sorgho, et qu'en fait, on ne peut plus travailler du tout, et qu'on perd, c'est le diagramme A, beaucoup de surfaces agricoles au Sahel. Et le B et le C, c'est le fait que comme on perd de la surface agricole, les gens ne peuvent pas rester, et donc ils migrent. Et en B, vous avez la migration qu'on obtient avec la démographie de 2011, et en C, vous avez la vraie migration, celle qu'on a si on tient compte des scénarios démographiques en 2050 fournis par l'IPCC, sachant que ces zones-là, les zones d'Afrique subsahélienne, sont encore des zones démographiquement extrêmement actives, où les familles sont de 5 à 7 enfants, pas du tout comme au Maroc et en Tunisie, aujourd'hui déjà, où les familles sont de 2-3 enfants. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus du fait que quand vous faites fondre les calottes de glace, vous augmentez le niveau dans la baignoire. Donc vous avez des dommages costauds, ça c'est un truc qui est très connu. D'ailleurs, la diapo suivante va vous le montrer. Mais nous, ce qu'on a montré, c'est que non seulement vous faites ça, mais vous touchez carrément aux aires de répartition des moussons, et ça va aussi faire des migrations. Donc là, c'est juste pour mémoire, oubliez la fonte plus rapide du Groenland, pensez simplement au scénario du GIEC. Voilà ce que ça donne en termes de population touchée si vous avez à la fin du siècle un demi-mètre ou 2 mètres de niveau marin en plus. Et vous voyez qu'en fait, sur ces barres graphes, vous voyez en fait que les zones les plus touchées, évidemment, c'est l'Asie. Vous savez que, en dehors des îles du Pacifique qui vont carrément disparaître, donc là c'est 0, vous savez que par exemple un pays comme le Vietnam, avec quelques mètres de niveau marin de différence, perd à peu près 20% de sa superficie. Et un pays comme l'Inde, qui perd beaucoup moins en superficie, par contre, comme il est très peuplé, perd beaucoup en population. Et donc voilà, c'est ça, c'est l'état de base sur lequel il faudra faire attention au fait que si les calottes de glace fondent plus rapidement, on touchera aussi aux zones de mousson. Bon, la conclusion de ce long voyage, c'est la suivante. Pour ceux qui s'étaient endormis dès le début, je fais un petit résumé. Quand le climat, c'est en fait une somme d'éléments intriqués. À l'échelle du milliard d'années, le facteur forçant majeur, c'est le Soleil. À l'échelle de dizaines de millions d'années, le facteur forçant sur notre planète à nous, c'est la tectonique des plaques. C'est le fait que les continents bougent et qui changent à la fois le climat et le CO2. À l'échelle de dizaines, de centaines de milliers d'années, ce qu'on connaît depuis très longtemps, c'est aussi le fait que les paramètres orbitaux bougent. Et dans certains cas, comme c'est le cas depuis 1 million d'années, ça nous fait osciller de climat glaciaire à climat interglaciaire. Et pour revenir au tout début de ce qu'Antoine avait dit, et c'est ça le temps, c'est que dans cet étriquement, dans cette imbrication naturelle, l'homme intervient, et il n'intervient pas à l'échelle de milliards, de millions, de dizaines de milliers d'années, il intervient en 200 ans. En 200 ans, on a mis suffisamment de CO2 pour retourner au climat de la Terre il y a 3 millions d'années. Ah bon, très bien, c'était au Pliocène, il y avait 410 ppm de CO2. 3 millions d'années, tectoniquement, c'est rien, donc la Terre est à peu près comme aujourd'hui. Très bien. Et quel était le niveau marin? Le niveau marin, c'était 15 mètres de plus. Pourquoi? Parce qu'au Pliocène, il n'y avait pas de calotte de glace du Groenland, et il n'y avait pas de calotte de glace est-antarctique, 7 mètres de Groenland, 3 mètres d'Antarctique, plus un truc physique qui est la dilatation thermique de l'eau, qui est le fait que de l'eau occupe plus de place quand elle est plus chaude dans les océans. Vous arrivez à peu près à 10-15 mètres. Et donc, voilà, il faut comprendre ça. Et comme je déteste le catastrophisme, je termine toujours mon exposé de la façon suivante. C'est-à-dire que l'homme est capable de changer son environnement, mais il a un gros cerveau, un cerveau énorme. Un cerveau qui lui permet de faire des machines, de faire des théories, de mesurer exactement ce qu'il fait en termes de physique, mais comme Antoine en a parlé, moi je n'en ai pas du tout parlé, en termes biologiques. Et donc, toute la question, dans les 30 ans qui vont venir, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être capable, compte tenu que l'information, on l'a, de changer notre trajectoire énergétique, auquel cas on s'en tirera mieux, ou est-ce qu'on ne va pas le faire? Mais on a le gros cerveau qu'il faut pour faire ce choix. Et on a les données dont on a besoin. Donc moi, j'estime qu'on vit une période formidable, une période où on va pouvoir, en tant qu'espèce, décider consciemment de notre avenir. Je vous remercie. Un tout grand merci, Gilles. Avant d'ouvrir la salle aux questions, je vais tenter, si tu me le permets, de prendre quelques éléments de ton exposé, puisqu'on a parlé toute la semaine de modélisation. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre comment est-ce que différents types de modèles peuvent se parler. Alors,
au-delà du sentiment d'urgence que tu fais passer, je pense assez très clairement. D'ailleurs, en général, si on va écouter un climatologue, si on ne sort pas déprimé, c'est qu'on n'a rien compris. Et là, je pense que c'est bon, on a compris. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, ce que tu décris là, c'est que la notion d'équilibre, elle est un peu surfaite. C'est-à-dire qu'en fait, les dynamiques dont tu parles, c'est des dynamiques de déséquilibre qui vont amener à des ajustements, qui vont ensuite ramener de nouvelles dynamiques et qui vont ensuite, en fait, en permanence se parler l'une à l'autre. Et que donc l'hypothèse ou l'hypothèse fondamentale de l'équilibre, elle est en fait tout à fait aberrante. Et que donc il est vraiment fondamental de comprendre comment les dynamiques interagissent l'une avec l'autre pour donner place à une dynamique globale qui est émergente. Le second point que tu as mis en avant et qui est intéressant pour nous, c'est la non-linéarité et l'incertitude. C'est des choses qu'en tant qu'économiste, en général, on a du mal à capturer. Si on injecte des non-linéarités, derrière, on va faire un traitement mathématique pour empêcher la non-linéarité d'être trop importante. Et donc, on a tendance à simplifier ça. Or, je pense que c'est fondamental, et vraiment ce qu'on a pu observer là, dans les 200 dernières années, c'est de pouvoir capturer cette non-linéarité et de pouvoir justement répondre à cette non-linéarité. Le troisième élément que je retiens de ta présentation, c'est cette notion de multidisciplinarité. C'est-à-dire que donc, non seulement au niveau des climatologues et au niveau de différentes époques que vous analysez, en plus, les derniers travaux que tu présentais montraient en place des travaux avec des sociologues, avec des démographes, avec des spécialistes de la santé, et que donc, il est fondamental, si on veut pouvoir mesurer complètement l'impact du changement climatique et les interactions avec l'économie, de pouvoir faire ce travail multidisciplinaire. Et donc, justement, moi, je pense que ça, c'est vraiment des éléments qu'on doit pouvoir tenir en compte, nous, dans notre travail d'économistes, de spécialistes du développement. Et donc, pour ça, vraiment, je te remercie beaucoup. Je pense que ça a vraiment servi beaucoup nos étudiants de l'école d'été. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir laisser... Ah oui, si tu veux répondre à ça, peut-être, je ne sais pas. Oui, je peux dire deux mots. Moi, c'est un autre regard que celui des économistes, c'est celui des astrophysiciens, et du fait que ceux qui sont jeunes, là, ils vont sans doute voir des planètes et des extraplanètes, où peut-être on aura des idées de la vie. En fait, quand on regarde de notre petite fenêtre d'homme le ciel, et qu'on a les moyens pour le mesurer, la question de savoir si, sur la seule planète qu'on connaît, la vie, si la vie est évanescente ou pas est fondamentale. Et sur notre planète, on a toutes les données, on sait que la vie n'est pas évanescente. Et moi, tout ce que je vous ai montré, c'est pourquoi la vie n'est pas évanescente. Pourquoi le climat ne part pas en vrille. Eh bien, le climat ne part pas en vrille pour les raisons que tu as dites. C'est-à-dire qu'il y a toujours la richesse du système, la Lune, la tectonique, fait que, et ce n'est pas du tout un miracle, il y a à la fois des déséquilibres et des régulations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la transformation fulgurante qu'on est en train de faire, il n'y a pas de régulation. Au sens où la seule régulation qu'on peut avoir, c'est l'intelligence de l'homme. Sinon, le système part très rapidement. En 200 ans, ce qu'on a fait comme changement, c'est énorme. Donc, on peut parler en termes de déséquilibre, de non-linéarité, et aussi de régulation et de dérégulation. Et souvent, les gens me demandent, oui, mais alors, il n'y a pas d'analogue à ce qu'on fait dans l'histoire de la Terre. Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup d'analogues. Il n'y a aucun analogue, aucune espèce n'a été capable de faire ça. Par contre, pour revenir sur ce qu'on disait au début, sur l'aspect perte de la biodiversité, oui, il y a des analogues, malheureusement. C'est les 5 grandes crises biologiques que la Terre a connues. En termes de perte, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas mon domaine, mais en termes de perte de biodiversité, c'est ce qui est en train de se produire. Pourquoi ? Parce qu'on change l'environnement tellement rapidement qu'il n'y a pas de régulation possible. Et donc la seule, je le répète, régulation possible, c'est l'intelligence de l'homme. Voilà. Et puis pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les 2 autres points. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très important. Alors, en tout cas, pour moi, c'est fondamental de travailler avec des économistes et de comprendre ce qu'ils disent. Et je ne le dis pas parce que je suis ici, mais comme moi, Gaël Giraud parle, je comprends ce qu'il dit. Et donc, je peux travailler avec lui. Bien, donc on a 2 micros ici qui sont ouverts, et donc on a du temps pour des questions. Je vous rappelle juste que l'intervention est filmée. Et donc voilà, c'est juste un petit mot de rappel. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je me pose des questions là sur la hausse du niveau de la mer. Actuellement, enfin, d'après ce qu'on lit et les relevés satellitaires, il y aurait une moyenne, bon, tant est qu'une moyenne veuille dire quelque chose, mais enfin bon, entre 3 et 3,5 mm par an, je ne dis pas des bêtises. Non, merci. c'est ça, 3,3 mm par an. Non, vous dites et tout d'un coup, pour arriver en 2100 à combien, 1 mètre, c'est ça, 10 mètres, ouais. 20 mètres ouais. Il faut multiplier... 1 mètre. Ouais. Donc il faut tout d'un coup, là, sur les 82 ans qui arrivent, ça va 4 fois plus vite, de quoi, linéairement Alors voilà.
si vous étiez un dinosaure, et qu'on n'était que des dinosaures, et qu'on avait fait la même société que ce qu'on a fait, c'est-à-dire modifier l'atmosphère très rapidement, quelle serait la différence finalement? Bah, du point de vue physique, il n'y a aucune différence entre les dinosaures et nous, c'est-à-dire que si on avait réchauffé les océans à certaines températures, la dilatation thermique de l'eau, qui est le principal moteur du niveau marin en période normale, eh ben, vous auriez raison, c'est-à-dire qu'on aura du mal à réchauffer aussi vite les océans. C'est-à-dire que la dilatation thermique, elle est la même pour les dinosaures que pour nous. Mais si les dinosaures avaient fait ça, ça aurait été moins grave. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, les dinosaures, eh ben, il n'y a pas de calotte de glace. Mais nous, il y en a. Et donc, pourquoi? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Si on était en régime linéaire et que c'était que de la dilatation thermique des océans, on aura du mal à atteindre 1 mètre à la fin du siècle. Le problème, c'est que plus on va aller dans ce siècle, plus la contribution de la fonte des calottes de glace va être importante. Et l'aspect non linéaire dont vous parlez, il est exactement là. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation où on est dominé par juste ce phénomène, qui est vrai pour les dinosaures comme pour nous, du fait qu'il y a dilatation thermique, au fait que ce qui va devenir dominant, c'est la perte des calottes. Alors vous me diriez, vous pouvez me dire, oh, mais attendez, les calottes, ça va mettre longtemps, ça met longtemps, mais ça participe beaucoup. Je vous dis, si le Groenland fond, c'est à peu près 7 mètres de niveau marin. 2 petites choses. Vous pourriez me dire, ouais, mais les calottes de glace, c'est gros. Regardons les glaciers. Mais les glaciers, ils fondent très rapidement. Mais sauf que les glaciers, si tous les glaciers du monde se donnent la main, ça ne fera jamais que quelques millimètres de niveau marin. Donc ce qui est vraiment important, c'est les calottes de glace. Dernière chose, je vous ai dit que la calotte du Groenland, c'était à peu près 7 mètres de niveau marin. Si vous vous mettez, il y a 3 millions d'années, à l'équilibre, parce qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas Dirac dans le CO2, tout était normal, le climat il s'équilibre sans Groenland avec un niveau marin de 15 mètres de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une expérience de pensée, vous arrêtez de produire du CO2, vous laissez les choses telles quelles pendant quelques temps, des dizaines et des centaines d'années. Le Groenland ne résiste pas à une atmosphère de 410 ppm. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour subsister, se maintenir, se développer avec des taux de CO2 qui sont faibles, tels que la tectonique est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est déjà, comme le disait Antoine tout à l'heure, en profond déséquilibre, sauf que c'est comme un bateau, c'est-à-dire qu'il va mettre du temps à fondre, mais sa contribution va aller de façon exponentielle. Et c'est pour ça que les modèles trouvent 1 mètre à la fin du siècle. C'est à cause de cette contribution à la fois du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest. Et dernière chose, ça c'est mesuré, c'est très bien mesuré par les satellites, et ce que vous disiez sur l'aspect linéaire, on voit déjà aujourd'hui, grâce à ces mesures qui sont extrêmement fines, qu'on sort de la droite. C'est-à-dire qu'il y a déjà, on peut mesurer année après année, le fait qu'on est en train de sortir de la droite et qu'on est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus polynomial, qui est l'accélération de la contribution des calottes à l'augmentation du niveau marin. C'est bon? J'ai bien répondu ou... Bonjour, bonjour. Merci pour cette très belle présentation. Je me présente, je suis un agronome tunisien. En fait, je me souviens avant, il y a quelques années, que j'ai lu un livre d'un scientifique arabe où il a dit que dans la région de l'Arabie Saoudite, en fait, il y avait un environnement forestier. Donc après, quand on voit maintenant ce qui se passe en Arabie Saoudite, le Sahara du Golfe, en fait, donc il y a eu une aridification, en fait. Donc il y a eu un changement de la couverture végétale. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il avait raison tout d'abord? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est vrai, est-ce que c'était à cause de la tectonique des plaques ou c'était après, lors des paramètres orbitaux? Alors, je vais vous répondre sur des... Je ne connais pas bien l'Arabie Saoudite, donc je ne peux pas vous répondre vraiment sur l'Arabie Saoudite, sur quand l'Arabie Saoudite a été plus verte. Mais ce qui est sûr, c'est que les continents, la France par exemple, elle a connu des climats très différents, suivant, par exemple, dans les dernières périodes glaciaires, il y avait des rennes, des steppes, et avant, elle a connu des climats beaucoup plus chauds au Cénozoïque il y a 100 millions d'années. Donc tout ça est tout à fait possible. Par exemple, je vous ai parlé du Sahara jaune. Mais en fait, le Sahara jaune, il est vraiment jaune, mais il se verdit à peu près tous les 20 000 ans, parce que tous les 20 000 ans, il y a des moussons plus fortes, et il y a donc des populations, des animaux qui vivaient au Sahara lors de la dernière grande période humide, c'est-à-dire 6 000 ans, et tout à peu près les 20 000 ans, le Sahara verdit. Donc il y a des modulations, si vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre historien a sûrement raison, l'Arabie Saoudite a pu être beaucoup plus verte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est les changements. C'est le tempo de ces changements. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Le tempo de ces changements, c'est des tempos qui sont très lents et pas du tout en rapport avec ce qu'on est en train de faire.
C'est-à-dire que quand l'insolation va changer sur des dizaines de milliers d'années, les changements vont se faire extrêmement lentement. Alors que nous, on est en train de faire un changement très brutal. Et ce changement-là, il n'a pas d'analogue. Alors que ce que vous dites, oui, c'est tout à fait vrai. Par exemple, pour le Sahara, pour une grande partie de l'Afrique centrale, il y a eu des périodes plus humides et moins humides, mais avec des tempos de l'ordre de milliers d'années. Et pas comme ce qu'on est en train de faire. C'est de ce point de vue-là que je voulais vous faire réagir au fait que ce qu'on est en train de faire n'est pas tellement important du point de vue de la hauteur du CO2. La Terre, elle a connu des atmosphères de CO2 beaucoup plus hautes. Elle est importante au point de vue de la fulgurance. Alors, je pense que Sarah, elle est encore là ou pas? On est parti. Elle est partie. Bon, c'est dommage parce que j'ai 2 diapos qui montrent ça. Si quelqu'un peut les montrer, c'est possible. En tout cas, sinon je peux vous les décrire. Je vais le faire. Ouais. Donc si tu te mets dans à peu près dans les diapos qui sont à peu près 47, 48, tu vas voir une diapo sur le feu d'artifice et une diapo sur la démographie. Tu les vois? C'est à peu près la diapo, je dirais 47, 48 par là. Peut-être 50, 52. Tu les passes en revue et puis tu vas tomber sur un feu d'artifice et sur une carte démographique. Voilà. Alors tu mets celle sur le feu d'artifice. Si vous, par exemple, vous reveniez sur Terre dans quelques millions d'années, vous vous direz, ah bah tiens, c'est marrant, on voit très bien dans les archives qu'il y a une espèce humaine qui a été capable de brûler, comme un feu d'artifice en fait, qui a été capable de brûler tout le combustible fossile qui s'était fait, le gaz, le pétrole, le charbon, qui s'était construit très lentement, en milliers d'années. Tout à coup, ils l'ont mis dans l'atmosphère. Bon, très bien, ça a duré très peu de temps, parce que de toute façon, les réserves étant ce qu'elles sont, au bout de 200, 300 ans, il n'y aura plus une goutte de ces réserves fossiles. Bon, c'est comme un feu d'artifice. Vous pouvez vous dire, bon, très bien, ok. Le seul truc, c'est la diapo d'en dessous, c'est qu'il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on fait cette expérience qui est une expérience globale, puisque c'est que quelques pays qui ont cette possibilité de ressources fossiles, mais le CO2, il est pour tout le monde. Donc cette expérience globale, on l'a fait dans un climat très particulier. Ça, j'ai pas cessé de vous le répéter, donc je pense que c'est rentré. C'est l'image du bas, dans le cadre où on a des calottes de glace qui peuvent fondre. Et la diapo suivante, ça c'est très important, c'est qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, des dizaines de milliers sur Terre, comme il y a 10 000 ans. On sera 9 milliards d'hommes, dont la plupart vivent près de la mer. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les échelles de temps. Pour la Terre, ce qu'on fait, c'est pas grave. C'est jamais qu'une petite boursouflure. Mais pour les hommes, pour vos enfants, mes enfants, pour le climat qu'ils vont connaître, c'est extrêmement important de maîtriser ce qu'on fait. Et donc les gens qui vous disent « mais c'est pas grave, regardez, l'Arabie Saoudite ou le Sahara, il a été vert tout à fait naturellement, tout cela change. » Eh bien, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tout cela change, c'est vrai, mais pas au rythme où on est en train de la faire changer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la fulgurance. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Bonjour, merci pour votre exposé. Alors moi j'aurais une question qui concerne donc la modélisation, dans l'ensemble de données que vous avez pu recueillir et tout votre système de modélisation, et également sur votre conclusion sur l'intelligence de l'homme, et avoir un peu votre point de vue sur toutes les questions que certains se posent sur la géo-ingénierie. Alors ça fait beaucoup. En fait, comme c'était un séminaire de 50 minutes sur 4 milliards d'années, je n'ai pas du tout parlé des couplages. Comment on fait des modèles couplés climat-carbone, climat-cryosphère? Qu'est-ce qu'il y a dans les modèles? C'est un autre séminaire. Mais par contre, il faut que vous sachiez que derrière mon exposé, il y a des dizaines d'ingénieurs, des milliers de lignes de code pour les modèles les plus compliqués. Et que c'est grâce à ça, grâce à ce travail énorme d'une communauté qui est énorme et qui est très solidaire, parce qu'il faut que le modèle marche comme une grosse machine. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut faire des projections, qu'on peut faire des validations. Donc effectivement, ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Pour l'aspect géo-ingénierie, alors moi personnellement, je pense qu'il faut regarder ce que les gens proposent, il faut le regarder et le tester. Ce qui est souvent très dangereux dans la géo-ingénierie, c'est que les gens partent avec une idée, par exemple, tiens, ce qu'on pourrait faire pour baisser la température sur la Terre, c'est d'écranter la lumière solaire. Donc on va mettre des aérosols dans la stratosphère. Alors, s'il n'y a pas des ingénieurs et des chercheurs qui travaillent sur cette idée, qui regardent ce que ça va faire globalement dans les différentes composantes, on peut se dire, bah oui, c'est une bonne idée, ça va écranter la luminosité solaire, mais ça va poser plein de problèmes. Il y a d'autres gens qui ont proposé, en disant, bon, bah, ce qu'il faudrait, c'est pomper ce CO2, donc ça aussi, ça paraît une très bonne idée. Pour pomper ce CO2, il faudrait qu'il y ait plus de systèmes qui pompent. Il y a plein de zones de l'océan
qui ne sont pas fertiles, c'est-à-dire où il n'y a pas de vie et la vie. Donc, si on développait, si on enrichissait ces zones océaniques qui sont mortes en mettant du fer, ce qui permettrait d'avoir des biotopes qui pompent du CO2, on aurait la possibilité de capturer plus de CO2. Mais si on ensemence en fer, on pose beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Et donc souvent, la géo-ingénierie, c'est la vente de solutions simples à des problèmes qui sont très compliqués. Et souvent, ce faisant, elles vont générer des problèmes plus graves encore. Et donc une partie de mon discours, c'est que la machine Terre, c'est une machine excessivement complexe et qu'on se trouve devant deux alternatives. Une qui est de dire, je prends complètement le pilotage de cette machine, moi, l'homme, et je vais régler le problème de façon technologique. Et une autre qui est de se dire, ce qui me paraît plus sain, de toute façon, les ressources sont finies, j'ai intérêt à me faire à cette idée et à gérer. Voilà, il y a différentes solutions, et c'est toujours intéressant de regarder, à mon avis, les solutions géo-ingénieriques, et puis d'ailleurs les solutions technologiques, parce que comme on a un gros cerveau, on peut trouver des solutions. Et il n'empêche qu'avec 9 milliards d'hommes et un climat qui change aussi vite, je pense qu'il est utile de ne pas penser seulement qu'on peut continuer, le progrès nous sortira de là. Ça, je pense que ce n'est pas raisonnable. Et pour répondre à votre dernière question sur le cerveau, je pense que j'ai dit. C'est-à-dire que je pense que le débat, il est devant nous, qu'il faut travailler avec des gens des sciences humaines et sociales, avec des économistes, avec plein de gens pour essayer de faire comprendre à la population qu'ils ne sont pas obligés d'être ensevelis sous le catastrophisme et d'être complètement inhibés. On est une espèce, on a un énorme cerveau, on peut faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses sont des questions de choix. Et les choix, ça va avec la culture. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ignorance et le doute ne sont pas des moteurs du changement. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais je vous le conseille. Il y a un livre d'une femme qui s'appelle Oreskes, qui s'appelle Les marchands de doute, et qui montre comment, en fait, sur le tabac, sur l'amiante, le fait que les gens ne comprennent pas, ne sachent pas, et des doutes, se disent, bah oui, peut-être qu'il faut faire quelque chose, mais il y a des gens qui prétendent le contraire. Donc le doute et l'ignorance sont des moteurs de la passivité. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je suis pour le fait que l'ignorance diminue, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les citoyens, les gouvernements, aient le plus d'informations possible sur la route et ce vers quoi elle nous mène, de façon à ce qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, changer d'orientation. Et donc je crois vraiment à cet aspect d'éducation. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais en tout cas, par exemple, pour toutes les maladies qu'on connaissait au Moyen-Âge, elles ont quand même régressé du fait de la santé, de l'hygiène, du fait que, je pense qu'il y a une hygiène corporelle, il y a une hygiène face aux maladies, il y a aussi une hygiène par rapport à la planète. Quand on comprend les enjeux, on peut faire des choix. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je ne partage pas trop le sentiment que de toute façon, tout est déjà joué et qu'on va vers l'implosion du système. Je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'il est encore temps d'agir. D'ailleurs, sinon, je ne m'embêterai pas à faire des séminaires pendant des heures. Il reste encore un peu de temps pour une dernière question éventuellement. Sinon, ce qu'on peut faire, là, je pense que tu nous as lancé un sérieux défi. On va prendre ça, on va continuer, l'AFD va continuer à pousser en tout cas des projets comme ça. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Merci. Il y a une question là-bas derrière. Juste, allez, on va terminer. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé rapidement tout à l'heure des aérosols. Je sais que les volcans aussi en émettent. Est-ce que c'est quelque chose qui joue beaucoup à l'échelle de temps tectonique, on va dire, comme vous en avez parlé? Oui, bien sûr. Je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que c'est plutôt de la chimie atmosphérique, mais en fait, on émet des aérosols. Alors, le rôle climatique de ces aérosols est important parce que vous avez différents types d'aérosols qui ont des propriétés radiatives différentes. Pour simplifier beaucoup d'aérosols qu'on émet sont plutôt réfléchissants. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt la capacité de réfléchir la lumière et donc ils ont un effet plutôt, du point de vue radiatif, bénéfique. Évidemment, du point de vue de la santé, de la pollution, il s'agit d'autre chose. Mais dans les modélisations climatiques qu'on fait pour le XXIe siècle, on tient compte d'un certain nombre d'incertitudes, et donc en particulier, suivant les types d'aérosols qu'on va émettre, on peut avoir des effets radiativement, ce qu'on appelle les feedbacks positifs, c'est-à-dire qu'ils vont empirer les choses, et des effets qui vont, au contraire, les dumper. Donc les aérosols sont des candidats qui permettent à la fois de faire les deux. Mais majoritairement, les aérosols vont plutôt réfléchir la lumière, ce qu'on crée,
il y a tous les types, mais si on doit prendre un comportement majoritaire, ils vont plutôt avoir tendance à réfléchir à la lumière. Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé des incertitudes, mais comme vous avez vu dans les modèles font les mêmes scénarios et ils ne trouvent pas tous les mêmes résultats. Parce que le système est extrêmement compliqué. Et une des choses dont je n'ai pas du tout parlé, mais j'en profite de votre question, c'est pas il y a les aérosols, vous avez raison, c'est une source d'incertitude du point de vue climatique. Par contre, du point de vue pollution, c'est un autre discours. Mais par contre, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est le fait qu'il y a tout un cycle hydrologique extrêmement complexe sur Terre, avec les nuages, et que la vraie physique des nuages, c'est une physique qui est à très haute échelle spatiale, c'est-à-dire des millimètres. Nos modèles, ils font 100 km. Donc, il faut qu'on paramétrise, c'est-à-dire qu'on fasse, dans des grosses mailles de modèles, on simule le comportement des nuages. Et donc là, il y a aussi une source d'incertitude. Alors, pourquoi c'est important, cette source d'incertitude? Parce que quand vous avez des cirrus très élevés, ils ont vraiment un effet de serre dominant. Par contre, quand vous avez des gros nuages à basse altitude, ils ont un effet réfléchissant qui est dominant. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles tous les modèles, entre autres, ne donnent pas le même résultat. Il y a une certaine incertitude d'un modèle à l'autre. Mais tous les modèles vous disent que pour le 21e siècle, vous allez réchauffer dans le scénario RCP 8.5, c'est-à-dire le pire, mais malheureusement le plus réaliste aujourd'hui, vous allez réchauffer entre 3 et 6 degrés. Aucun modèle ne vous dit que vous allez refroidir. Donc il y a une incertitude sur les résultats liés à la paramétrisation des nuages et à d'autres facteurs. Enfin, tous les modèles vont à peu près dans le même sens, à la fois pour les températures et pour la remontée du niveau marin. Donc, il ne faut pas croire non plus que les modèles sont l'alpha et l'oméga. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour réduire cette incertitude, pour comprendre beaucoup de choses. Il n'empêche que la figure générale, on l'a. On sait à peu près où on va. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, par rapport à ça, il y a des incertitudes liées aux aérosols, liées aux nuages, etc. C'est sûr. Mais, et heureusement, d'ailleurs, il y a une petite phrase, je ne sais pas si vous y avez attention et que je n'ai pas commentée parce que je n'avais pas le temps, et vous voyez bien que les enjeux sont colossaux du point de vue de recherche et des impacts. Et malheureusement, je dois dire que la recherche fondamentale n'est pas financée correctement. Et donc, c'est surtout sur des petits projets de court terme, ce qui fait que je pense, à mon avis, parce que aussi j'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants, que je suis sensible à leur devenir, qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de recherche, qu'il y a trop de projets, trop de petits contrats, pas assez de temps de réflexion. C'était une petite phrase que j'avais marquée, je pense que je n'ai pas du tout soulignée, mais j'en profite pour le faire. Je pense que le fait d'avoir des projets toujours à court terme ne participe pas de former des chercheurs qui peuvent utiliser leur capacité sur du long terme. Au contraire, je pense que ça fragilise la recherche fondamentale française de ne pas avoir suffisamment de postes de chercheurs. Un tout grand merci Gilles. Je retiendrai, les modèles ne sont pas l'alpha et l'oméga, ce n'est que le début du dialogue. Et donc voilà, le dialogue est lancé. On continuera donc au cours des prochaines rencontres. Un tout grand merci à tout le monde. Un tout grand merci Gilles. Merci. À la prochaine.